Et donc j'essaie de montrer que le féminisme n'est pas contre la religion, il n'a jamais été contre la religion, il a été contre une certaine interprétation de la religion et instrumentalisation de la question des femmes par les religions, par le clergé, etc. Et je voulais démontrer aussi que les religions ne sont pas toutes, ne sont pas contre le féminisme. Alors je vais vous donner des exemples. Vous me dites le féminisme islamique dérange ou questionne, ou on a l'impression que c'est un oxymore, que c'est une contradiction. Or, il ne l'est pas. Parce qu'il ne l'est pas si on prend la peine de faire la part des choses. La première des choses, c'est de ne pas confondre des principes avec des modèles. Alors, les principes. D'abord, il n'y a pas un féminisme. Il y a des féminismes. Des féminismes au pluriel. Et le féminisme, oui, il a été théorisé en Occident. Oui, effectivement. En France, en Angleterre, aux États-Unis. Mais ça, c'est sa définition restrictive, si on veut. Et c'est les occidentales qui ont démontré qu'il y avait deux définitions. La définition restrictive, c'est celle qui a été théorisée en Occident, lutte des ouvrières, lutte des femmes pour le droit des votes, etc. Fin du 19e, début 20e siècle. Mais il y a une définition beaucoup plus généraliste qui dit que toute lutte, toute prise de conscience des femmes, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit en Chine, dans l'Afrique subsaharienne, en Amérique latine, au Maghreb, quand il y a une prise de conscience de la position subalterne des femmes, de leur discrimination, c'est du féminisme. C'est une lutte féministe. C'est juste que le concept théorique, comme il a été défini en Occident, voilà, il a été un peu, c'est-à-dire péjoratif pour certaines sociétés, notamment au niveau des sociétés musulmanes. Mais je peux vous dire que le féminisme pose des problèmes même en Occident. Il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui refusent le concept de féminisme. Donc, quand on a déjà fait ces deux définitions, qu'est-ce qui nous apparaît? Que donc il y a des féminismes, premièrement, et donc il y a des principes. Alors, ces principes du féminisme sont universels. Ils sont quoi? C'est l'autonomie, l'indépendance, la dignité des femmes, la lutte contre les discriminations, l'égalité. Ça, c'est des principes universels partagés par toutes les femmes du monde. C'est-à-dire qu'elles soient en Égypte, au Maroc, en Indonésie ou aux États-Unis ou en France, les principes sont les mêmes. Par contre, les modèles ne sont pas les mêmes. Et donc, je citerai que la France, puisque je suis dans un institut français, pour vous dire que, et on ne va pas me contredire, le féminisme français, c'est un féminisme pluriel. Le féminisme radical, libéral, républicain, marxiste, écologique, etc. Donc tout ça, ce sont des féminismes, des modèles différents qui partagent des principes universels les mêmes, mais les modèles sont différents. Alors, j'ai vécu en Amérique latine et j'ai découvert le féminisme, la théologie de libération. Ce sont des femmes qui, au nom d'une théologie du Christ, de Jésus, libérateur des opprimés, ont développé un féminisme qui est le leur, le féminisme de la théologie de libération qui est né du christianisme. Les féministes juives, et on travaille ensemble, ont elles aussi leur féminisme. Alors je ne vois pas pourquoi c'est seul le féminisme islamique qui va poser problème et qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Donc au sein de l'islam, il y a un courant qui a toujours existé. Même dans le féminisme islamique, vous avez des variétés. Il y a des féminismes islamiques, des féminismes qu'on appellerait musulmans. Donc voilà, c'est un réseau qui est lui aussi hétérogène de femmes qui ont eu accès au savoir, ont eu accès aux textes grâce à leurs études académiques, grâce à la connaissance théologique, et qui ont pu contrecarrer justement ce discours-là patriarcal grâce à l'argumentaire théologique. Donc voilà, il y a des féminismes islamiques, et comme c'est un modèle comme un autre. Je ne me disais pas féministe quand j'étais jeune. Le féminisme, pour moi, appartenait au Nord, c'est-à-dire à l'Occident. C'était associé à quelque chose de blanc bourgeois, enfin des bourgeoises. Et moi, je viens d'un monde où la question de la libération était une libération de toutes et de tous. Évidemment, la question de la domination masculine était une question, mais c'était lié à des tas d'autres formes de libération.
ce qu'ont proposé des théoriciens, surtout d'Amérique du Sud, sur ce qu'ils appellent la colonialité. C'est-à-dire que tout est terminé en termes juridiques, en termes de droit, enfin sous la loi, mais que des choses qui perdurent. Les choses qui perdurent et qui ont des conséquences enfin, vraiment tout à fait concrètes. C'est pas simplement de la représentation et de l'image. Et qui sont nées dans ce bouleversement du XVIe siècle où l'Europe a voulu a cherché à imposer sa pensée sur le reste du monde et à faire des autres civilisations des civilisations mineures. Et c'est ça la colonialité. C'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose. Et le genre, ça sera ça. Être un bon père, ça sera ça. Être une bonne famille, ça sera ça. Et cette colonialité se perdure. Donc décolonial, c'est s'attaquer à cette colonialité. Racisation, donc ça a été proposé par Colette Guillaume, une sociologue, et par d'autres, c'est-à-dire que ça s'appuie beaucoup plus sur le processus par lequel des personnes, à cause de la couleur de leur peau, de leur origine, de leur religion, de leur nom, vont être discriminées, mais concrètement et stigmatisées. La race, ça existe comme fonctionnement dans la société, ou ce que Étienne Balibar a appelé le racisme sans race, c'est-à-dire vous ne croyez pas à son existence biologique, mais vous le pratiquez. Vous le faites, et parce que c'est structurellement profond. Ça a pénétré. Comment imaginer que plus de 5 siècles d'histoire coloniale, esclavagiste et post-esclavagiste, n'ait pas affecté la société française en profondeur? Que je veux dire, le matin, quand on se lève, une grande partie de la population, et bouge, et circule, va au travail, ou emmène les enfants à l'école, dans les écoles, tout a été nettoyé par des femmes racisées, dans une totale invisibilité, et leur vie, je trouve, est exemplaire pour justement un féminisme décolonial, pour comprendre à la fois cette convergence entre la question de la migration, légale ou illégale, la question de l'âge, la féminisation d'un travail. Et il me semblait que c'était un terrain de nouveau extrêmement intéressant pour voir comment des femmes ont été fabriquées à cet endroit-là, et totalement invisibilisées, au moment même où d'autres femmes gagnent en parole et en présence dans le monde et peuvent revendiquer d'être importunées ou d'avoir des égalités de salaire. La décolonisation, pour moi, ne concerne pas simplement les personnes qui ont été colonisées ou qui seraient liées à cette histoire par leurs ancêtres ou leurs parents, grands-parents. La société française doit se décoloniser, elle doit se déracialiser. Sinon, il n'y aura pas de possibilité de lutte commune. Elle doit comprendre, quand je cite Aimé Césaire sur cette histoire de choc en retour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas esclavagiser, coloniser sans que ça vous revienne chez vous, dans le pays qui a colonisé, et que ça contamine même vos théories d'émancipation et de libération. Tant qu'on n'aura pas compris cela, il n'y a pas de possibilité d'alliance. C'est un travail, mais c'est un travail en commun, parce que la décolonisation, elle est aussi pour les racisés. Je veux dire, c'est pas que il y a pas des personnes pures d'un côté et des personnes impures, mais il y a quand même des inégalités, des asymétries. Toutes les études sociologiques, économiques le montrent que les personnes racisées sont les plus discriminées et dans la hiérarchie sociale les moins favorisées. Je pense que pour ces femmes blanches, ça serait de se rendre compte qu'elles sont blanches, qu'elles ont été faites blanches. C'est pas que elles, mais qu'elles ont été faites. Et donc, comment se défaire, comment se déblanchir, si je puis dire. Cette idée du genre, si vous voulez, de deux genres, il y a deux genres qui s'opposent, les hommes et les femmes, c'est une invention européenne. Ça n'existe pas, ce n'était pas nécessairement comme ça ailleurs. Cette obsession sur l'habit, c'est une obsession coloniale. Il a fallu habiller les femmes en Tahiti et dans les terres parce qu'elles étaient nues. Il a fallu habiller les femmes africaines parce que c'était comme ça. Il fallait habiller. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une manière simplement de s'habiller dans le monde et une manière de se considérer comme femme ou homme. C'est quand même stupéfiant, cette histoire. Le point de départ est quand même une inscription dans l'ensemble de la dynamique des études sur le genre, la sexualité, les études féministes, qui, je pense, depuis plusieurs années, produisent vraiment une pensée particulièrement riche et intéressante sur l'articulation des rapports de pouvoir. Qu'il s'agisse de genre, de sexualité, des antagonismes de classe, de la question de la couleur, de la nation, de la religion, mais aussi de l'âge, du handicap. Et il me semblait là qu'il y avait quelque chose
de l'ordre d'une épistémologie renouvelée ou peut-être relativement inédite sur les outils que nous utilisons, que nous élaborons pour penser justement cette domination qui n'est jamais seulement de l'ordre de la classe, qui n'est jamais seulement de l'ordre évidemment du racisme ou du sexisme, mais qui est constamment dans un rapport alors imbriqué. Finalement, les études sur le genre sont assez exemplaires, c'est que précisément elles se sont constituées en travaillant d'abord une analogie entre les catégories de la domination. Par exemple, le sexe, c'est comme la race, une catégorie politique et non pas naturelle. Et ensuite, à partir de cette pensée dite analogique, on est passé à une pensée plutôt qui additionnait les différentes discriminations, les différents rapports. Et aujourd'hui, justement, il n'est plus question de parler en termes additifs. C'est-à-dire, il y aurait le sexe, plus la race, plus la classe, etc. Mais plutôt d'essayer de penser leur imbrication. Et même leur imbrication, voilà, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux parler effectivement d'engendrement de ces rapports qui sont entremêlés, qui s'informent les uns les autres, pour bien montrer en fait cette dynamique de la domination si difficile à penser, d'où l'idée de la nécessité d'une épistémologie, c'est-à-dire d'outils qui nous permettent de mettre à l'épreuve nos propres analyses et nos démarches scientifiques pour rendre compte et donner sens à ces rapports de pouvoir. Comme il s'agit de faire un peu l'état des lieux de nos outils épistémologiques, il y a cette grande notion qui est d'une part l'intersectionnalité, et puis il y a aussi tout ce courant féministe qui a travaillé au croisement des études de genre et des postcolonial studies. Et l'article de Mohanty, qui est l'une des plus grandes féministes indiennes, dont l'article est effectivement pour la première fois traduit, et qui est une critique d'une certaine forme d'ethnocentrisme du féminisme nord-américain ou européen, et surtout une critique des formes d'orientalisme qui procèdent en fait des discours féministes occidentaux, mais par occidentaux. Il ne faut pas croire qu'elle met sous un seul ensemble homogène toutes les théories féministes. Elle montre juste qu'il y a des effets discursifs, réducteurs, orientalisants, qui déforment en fait la réalité des courants féministes en dehors de l'Europe. C'est vraiment l'idée de la décolonisation du sujet politique du féminisme, c'est-à-dire décoloniser ce nous de nous les femmes.